Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouveau podcast. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir un technicien du SEO, Hurley. Salut. Salut. Bah, écoute, on ne te voit pas beaucoup, donc je me suis dit justement, c'est l'occasion de t'inviter. On s'est rencontrés à Lyon, je crois, pour la première fois dans l'event de Patrick. Et Ouais, c'est un plaisir d'échanger avec toi, et c'est un plaisir de regarder tes confs et tes interventions. Donc gentil, voilà, merci. bienvenue. Est-ce que Merci tu pour le. peux rapidement te présenter, peut-être pour ceux qui te connaissent moins bien? Ouais, Herlé, 40 ans, papa, avant tout. Et puis dans le SEO, ou en tout cas dans le web depuis, alors j'ai dit 20 ans, mais ça fait 17 ans, je crois. Je suis rentré d'abord en tant qu'intégrateur de maquettes. J'ai appris le HTML en école supérieure, mais enfin un DUT, quoi. J'ai un DUT. Et puis, je suis rentré dans une équipe, j'ai eu la chance de rentrer dans une équipe de Wanadoo à l'époque. C'était une équipe qui était à Sophia Antipolis, donc c'était des gros techos. Spécialistes vraiment du web. Donc à l'époque, ce qu'on faisait, c'est que on syndiquait du contenu qui était publié par des éditeurs pour les mettre à l'intérieur de boîtes brandées Orange, et Orange vendait, enfin Wanadoo vendait ces boîtes-là à tout à chacun, et essayait de faire du trafic, et donc de vendre ensuite avec le classement Nielsen, de vendre de la publicité plus ou moins chère. Donc moi, ce que j'ai appris d'abord, c'est prendre une maquette, être pixel perfect et l'intégrer en HTML. Et puis mon sujet, alors j'étais en stage à l'époque, donc mon sujet de stage, c'était l'accessibilité des sites internet pour les personnes déficientes visuelles ou auditives. Auditive, ouais. En fait, je me suis rentré malgré moi dans le SEO parce que pour coder un site correctement pour un déficient visuel, il faut lui faire un title unique, il faut lui faire un H1, il faut lui faire des listes à puces, il faut lui faire des paragraphes, il faut lui faire du embed, il faut lui faire du strong, il faut lui faire, voilà. Donc, il faut bien structurer sa page, mettre le menu d'abord, enfin, à l'époque, c'était ça, mettre le menu d'abord, le faire dans ULLI, lui permettre de passer d'élément en élément, main, header, main, nav, footer, pour qu'il puisse se repérer dans la page les yeux fermés, en gros. Euh, et donc, je suis tombé dans le SEO un peu comme ça. Et puis, j'ai eu la chance de travailler avec des gens qui étaient vraiment de talent. Donc, j'ai commencé à apprendre le JavaScript aussi, à tout fabriquer, parce qu'à l'époque, on fabriquait tout. Hein. T'imagines, il y a plus de 15 ans, on fabriquait tout à la main. Hein. Il y avait pas c'est ce que je dis là à mes gars aujourd'hui qui sont un peu plus jeunes que moi. Je dis, vous avez de la chance, vous avez NPM, vous avez React, vous avez Angular, vous avez juste à faire une installation, et bam, vous avez une librairie qui gère tout le, tout le touch sur un site. C'est Et hyper même simple. au-delà de ça, tu as des CMS comme Shopify où tu n'as encore moins rien à faire pour Ouais, les commerçants, quoi. ouais. Alors, on verra peut-être un peu plus tard les défauts de ça, quoi. Mais moi, j'ai appris à tout faire à la main. À tout faire à la main. Alors, pendant longtemps, ce qu'on faisait, c'est que chaque projet était indépendant. Donc, du coup, on reconstruisait les choses. Et puis, un jour, je suis arrivé, j'ai dit, on peut arrêter de faire ça. On peut faire une CSS commune à tout notre portail. Moi, je m'occupais des sites du portail Orange. C'est-à-dire, tu as Orange qui vend des abonnements, de la télévision, etc. Enfin, Orange, Wanadoo. Il y a eu la réunification après avec Orange. Nous, on s'occupait des chaînes. Donc, actualité, féminin, auto, psychologie, etc. Et dans ces chaînes-là, il y avait tous les jours, enfin, tous les mois, des marronniers qui étaient payés par voilà, des boîtes qui voulaient de la visibilité. Et donc, nous, on réintégrait tout. Et un jour, j'ai dit, on arrête ça, on va monter une librairie commune. On l'a appelé le common.js et le common.css. Et à la fin, on avait nos parseurs de cookies qui étaient toujours les mêmes, nos validateurs de formulaires qui étaient toujours les mêmes. On avait commencé à processiser un peu les choses. Donc ça, c'était à l'époque. Intégrateur, développeur JavaScript, on a commencé à fabriquer les choses un peu plus carrées. Dojo est arrivé à ce moment-là, donc le JavaScript a un petit peu évolué, est arrivé à ce moment-là. Puis ensuite, jQuery est arrivé, ils ont tout remanié. Donc j'ai grandi dans des équipes qui étaient voilà, à la fois hyper techos, on construisait nous-mêmes nos serveurs, on choisissait nous-mêmes ce qu'on voulait dedans. À l'époque, il y avait pas de Docker, ça n'existait pas, hein, c'était tout à la mano, tu installais tout. Et puis au fur et à mesure des années, donc Orange arrive, rachat de Wanadoo par Orange, donc ça grossit, on continue à faire des portails, et puis là on fait des choses de plus en plus quali. C'est là où j'ai commencé à faire quelques conférences, notamment sur le schéma.org. Et on a commencé à monter un peu notre pensée. On a commencé à structurer nos projets en utilisant la structuration schéma.org
pour organiser les contenus. Donc, dans un contenu, on avait un title, on avait un name, on avait une image, on avait un main content, on avait du related content, etc. Et on a commencé à monter des bases de données comme ça. Et ça a plutôt bien marché. Donc, j'ai fait ça j'étais à Sophie Antipolis. J'ai fait ça pendant 12 ans. Et puis un jour, au fur et à mesure des années, le SEO, ça m'a bien plu. Donc, j'ai eu la chance d'être formé. Orange avait les moyens de me former. Puis, il n'y avait pas beaucoup de SEO à l'époque. Donc, j'ai eu la chance de pouvoir faire la formation SEO High Level à Paris une fois, 2 fois. Je suis même passé leur dire coucou une 3e fois. J'ai eu le droit aux formations des frères Perronnet, etc. Donc, j'ai monté un peu en skill et puis je suis devenu un peu celui qui pouvait raconter le SEO à l'intérieur des équipes techniques chez Orange, à Sophie Antipolis. Donc, c'était plutôt cool. Avec un ami à moi que je salue, qui nous verra peut-être, c'est Emmanuel, qui était là aussi en support. On était 2 à faire du SEO dans tout le groupe. Et puis, un jour, Manu m'envoie un mail, il me dit « Herlé, t'as vu, il y a une offre SEO à Paris, direction commerciale à SEO à Paris. » Il me dit « Moi, j'y vais pas. » Je dis « Vas-y, banco, moi, j'y vais. » quoi. Donc, j'étais à Sophie Antipolis avec ma fille qui avait 2 ans à l'époque, mon ex-femme, et j'ai décidé que c'était un beau tremplin de passer à la direction digital commerce, donc passer aux boutiques Orange et Soch et prendre la direction du SEO aux boutiques Orange et Soch. Super aventure, j'arrive à Paris, alors avant de bouger tout le monde, donc tu fais des allers-retours, etc. Ouais. J'arrive à Paris, ça se passe hyper bien. Moi, je suis un peu l'extraterrestre parce que dans une direction digital commerce à Paris, les gens en costume partout, machin. Quand le techos qui arrive et qui dit désolé, et puis moi, tu me connais, j'ai un peu un franc-parler, donc j'ai dit désolé, c'est de la merde ce que vous faites, on va tout changer, ça va pas le faire. Alors, tu as les pontes qui te regardent en disant qu'est-ce qu'il veut le petit sudiste. Puis, tu as les gens qui croient en toi. Et puis, moi, j'ai eu la chance d'avoir Philippe Brun à l'époque. Je le salue aussi. C'est quelqu'un qui m'a donné ma chance à la direction digitale, qui m'a dit tu prends la barre, tu fais ce que tu veux, t'éclates ce que tu veux, tu leur expliques comment ils doivent travailler maintenant, tu centralises toutes les infos, tu dis go, no go, et puis c'est toi qui décides. Et grâce à ça, avec le réseau Orange, t'imagines, on a des domaines, je sais pas, j'avais 125 domaines à gérer. Tu mettais un lien bien placé dans un header ou dans un footer, tout de suite, t'explosais. Voilà. Donc ça s'est assez bien passé. Et puis entre-temps, j'avais rencontré François Goub. On s'était croisés à un SEO Camp. J'avais bien aimé sa conf. Il avait bien aimé la mienne. Il m'avait dit on aimerait bien bosser avec toi. Enfin, moi, j'aimerais bien bosser avec toi. Donc, fais ton petit bonhomme de chemin et puis laisse-moi me faire le mien. Et puis, quand on aura un peu les moyens de se retrouver, financiers et puis dans le bon temps, go, quoi. Et année, là on est en quelle année, là alors, je dirais peut-être des bêtises. Il faudrait regarder mon LinkedIn. Je suis pas quelqu'un. À peu près. Attends, on est en 2020, donc ça doit être il y a 3 plus 2, donc ça fait 2015. Ouais, ok. Je crois qu'on se croise au SEO Camp 2014, on commence à se taper dans la main et puis on boit des coups et puis ça se passe hyper bien. Et puis je crois que les 6 mois suivants, on se dit go. Et puis là, donc je quitte Orange après 15 ans de bons et loyaux services, avec un petit parachute quand même, parce que chez Orange, on nous permet quand même d'avoir la chance de pouvoir partir pendant 5 ans, faire ce qu'on a envie. Et si jamais ça ne fonctionne pas, tu peux revenir. C'est-à-dire que là, très récemment, j'ai eu la dernière lettre. Voilà, ça fait 5 ans maintenant. Décidez-vous de démissionner ou de réintégrer la société. Moi, comme aujourd'hui, ça se passe très bien chez Réseaucar, j'ai décidé de continuer mon aventure chez Réseaucar. Et donc là, je passe chez OnCrawl. Donc OnCrawl, solution hyper techie, des gens encore plus de valeur, un challenge fou. Et puis c'est le moment où OnCrawl commence à grandir beaucoup et puis il faut accompagner un peu les clients. Alors moi j'ai la chance d'avoir le portefeuille grand compte. Donc, tu accompagnes des Cdiscount, des Leroy Merlin, des Paris Match, des sites étrangers qui font 15 millions par mois de trafic, qui ont des volumes de pages qui sont démentiels, qui ont des logs derrière, etc.
tu commences à rentrer un peu dans le dur et puis tu as la chance de voir, je sais pas, une cinquantaine de sites différents avec quasiment tous les logs, le crawl, etc. Du coup, tu te dis, OK, tu comprends un peu plus facilement comment fonctionne un peu Google. Et puis voilà, donc ça se passe pendant 2 ans. Moi, j'accompagne les grands comptes. Ça se passe hyper bien. Et puis arrive un moment de vie particulier pour moi, en l'occurrence un divorce. Et là, le choix est à faire. L'objectif, c'était de partir à Bordeaux quand même, de prendre femme et enfant, après être parti à Paris et de partir à Bordeaux. Good luck, en fait, c'est pas ça qui va se passer. Je décide de rester à Paris. Avec François, on se tape dans la main, on se dit, écoute, tu as des choses à faire à Paris, reste avec les grands comptes, va quelque part où ça te correspond. Tu prends le carnet d'adresses que tu gères et puis tu appelles qui tu veux, tu choisis qui tu veux. Donc, j'ai eu la chance de pouvoir choisir avec qui je voulais travailler. Et le deuxième coup de fil que je passe, c'est un coup de fil à Vincent Deboeuf, qui était CTO à l'époque de Réseaucar. Et je lui dis, écoute, Vincent, si tu veux, dans 15 jours, je suis dispo. Et il me dit, donne-moi 48 heures. Je dis, OK, je te donne 48 heures. Il me rappelle 48 heures après. Alors, évidemment, parce que derrière, il y avait une négociation à faire aussi avec les investisseurs de la boîte, parce que c'était, entre guillemets, alors sans prétention aucune, mais c'était recruter un salaire qu'ils n'avaient pas l'habitude de recruter. Une startup, en général, tu fais attention un peu à ta masse salariale. Il me donne 48 heures, il me rappelle 48 heures après, il me fait une offre que je ne peux pas refuser et il me dit, vas-y, go, on commence dans 24 heures. Donc, en gros, maintenant, je suis chez Réseaucar, hyper heureux. Alors, j'arrive à l'époque, après une refonte en React. J'avais déjà accompagné la boîte pendant 2 ans. C'était des clients. C'était des clients on crawl, ouais. C'était des super clients on crawl. Enfin, c'était des clients copains, tu vois. Il y a aussi ce mindset-là dans la boîte dans laquelle je suis. C'est que c'est fait par des jeunes aussi qui ont une super idée, qui ont une super ambition, etc. Mais c'est fait par des jeunes et puis on match, quoi. On fait des soirées ensemble, on bouffe des pizzas à midi, on passe des journées entières à la base, tu viens pour on-crawl en leur disant il faut qu'on fasse, tu as un planning, il faut qu'on fasse ça, on va attaquer ce sujet, votre fond en React, machin. Puis au bout du 3e sujet, tu as Vincent qui dit bon, allez, on va au resto, on continuera à discuter autour d'un, je peux pas tout dire, mais on va continuer à discuter autour de ça. Puis cet après-midi, on verra bien si on bosse pas. Donc voilà, c'était assez drôle. Ah, donc tu connaissais déjà bien le sujet en fait. Ouais, je connaissais déjà bien le sujet. Ouais, bien le sujet, je connaissais très bien. Alors du coup, à l'époque, voilà, je rencontre Laurent Potel, qui est aujourd'hui encore mon CEO, personne exceptionnellement smart, hyper intéressante, ouverte. Il est plus jeune que moi, il a 3-4 ans de moins que moi. Tu sais, tu te dis merde, putain, lui, il a une bonne idée, il s'est bien entouré, ils ont réussi à faire quelque chose de fou. Il est hyper accessible, hyper intéressant. On parle autant de psychologie que de techno, que de techie, d'astrologie, de plein de choses humaines, pinard, etc. Donc tu te dis bon, lui, il me plaît bien aussi. Vincent Deboeuf, CTO, qui m'a appris énormément de choses sur ma manière de me comporter vis-à-vis des prestataires, des gens avec qui on va travailler. Je découvre Sacha, qui est aujourd'hui encore mon N+1 et qui, lui, est dans le SEO, mais qui sort d'une grande école de marketing, qui a fait un peu tout. Tu dis, OK, je vois le lead dev, qui est toujours le lead dev aujourd'hui, Stanley, qui arrive, c'est un grand il rentre dans… Ah oui, il faut que je te la raconte, celle-là, elle est bien. Pardon, je papote, on va papoter. C'est le but. OK. Je rentre, ils viennent de finir leur… Ils m'appellent, je ne sais plus, au mois de janvier, ils me disent Herlé, on va tout passer en React. Je fais, vous déconnez, vous ne devriez pas le faire. Pour telle raison, le JavaScript, attention, Google, moi je l'ai vu sur d'autres sites, faites gaffe, ça va être une horreur, ça va être compliqué. Ouais, c'est pas grave, on va le faire et on va bien le faire, etc. Ok, du coup, je vais vous accompagner pour réussir à bien le faire aussi. Donc, on regarde toute la tech et tout. J'arrive pour un moment de partage, de restitution, d'un audit, etc. Moment dédié à, tu vois. Et puis, je leur dis, bon, ça c'est cool, ça, on l'a bien fait, attention, là, on risque… quand tu travailles avec un partenaire, un client, tu t'imprègnes tellement de son site que tu es déjà en train de dire, on va faire. C'est-à-dire qu'on va le faire ensemble.
Et ça, c'est un truc hyper important sur une call que j'ai appris, c'est que tu partages exactement les mêmes problématiques et tu appartiens à la boîte le temps où tu travailles pour la boîte, en gros. Et donc, je leur pointe du doigt un problème. Et là, il y a Vincent qui me regarde et me fait « Attends, on va appeler Stanley ». Et moi, je n'ai jamais vu le lead dev de ma vie. J'ai vu son code et j'ai vu que c'était propre, hyper propre, quali et tout. Je vois, et je me souviendrai, j'ai toujours eu cette idée-là, je vois arriver un grand black énorme, une masse, comme ça, je suis assis, et je me dis, putain, mais qu'est-ce qu'il va falloir que je tienne le truc. Je suis en train de lui dire que ce qu'il a fait, c'est pas bien. Tu sais, tu as un peu peur. Le mec, en fait, c'est un amour. Il est génial, niveau technique, niveau humain, il est exceptionnel. Et en fait, tu sens bien que tu as un petit combat de boxe à un moment. Bam, bam, tu vois. Et puis, comme les deux ont l'air de savoir de quoi ils parlent, ils s'assoient, on parle et on fait encore mieux que ce qu'il avait fait. Et donc, du coup, Réseau Car, ça commence à devenir un peu ma famille. J'ai l'habitude de les voir, etc. Ils sont à 7 minutes de chez moi en vélo. Et puis, quand je dis à Vincent, écoute, je suis dispo, il me dit, je te rappelle. Et puis, depuis 3 ans, c'est merveilleux, on s'éclate, c'est génial. Donc, je suis dans l'équipe marketing. Là, je switch maintenant, je passe dans l'équipe IT. Je change un peu de périmètre. Je deviens architecte de la performance. Donc, la performance au sens global, c'est-à-dire performance commerciale, performance IT, performance que tu connais, load time, etc. Performance dans tous les sens du terme, quoi. Donc, c'est hyper cool. Voilà, c'était long, mais c'est mon histoire. Bonne présentation, écoute. Merci. Complète en tout cas. Donc, ouais. Alors, plusieurs sujets du coup par rapport à tout ça. Donc, toi, tu as toujours bossé sur des gros sites au final. Orange, puis après les sites de tes clients et même Soch et Wanadoo, c'est voilà, des portails de, je sais plus, des millions et des millions de pages. À l'époque, j'étais pas trop dedans, mais après coup, en s'y intéressant, on retrouve. En gros, c'était des gros PBN. C'était pas forcément des gros sites, mais c'était des gros PBN. Mais officiels, quoi. Des trucs avec un cross-flow de fou, etc. Ok. Si on reparle un petit peu de l'analyse de log, puisque c'est un sujet plutôt SEO technique, et le SEO technique, il n'y a pas grand monde qui font les choses correctement en France, il n'y a pas grand monde de technique. Il y a quand même des beaux noms en France, on a la chance d'avoir des beaux noms en France. Hein. Mais je veux dire, tu as plus de gens dans le contenu et dans le netlinking, à mon sens, que dans la technique. Il n'y a pas de problème, sur beaucoup de gens font bien le boulot, mais c'est quand même un métier moins répandu. Alors pour moi, c'est un peu le sujet jusqu'en 2030, c'est comment on va aider Google à mieux bouffer nos sites, à crawler plus vite. Et voilà. Et aujourd'hui, tu prends 90%, c'est pas une stat officielle, c'est mon pifomètre, mais tu prends 90% des WordPress, même des n'importe quel CMS d'une startup qui se lance, elle a un truc dégueulasse avec un code tout pourri. Voilà. Mais au moins, elle a un truc pour se lancer, quoi. Ouais, c'est sûr. Mais l'étape de passer et de se dire le moment, là, c'est le moment de mettre les mains dans le technique, tout le monde a du mal à y aller, quoi. C'est un peu dommage, mais oui, je suis assez d'accord avec constat, toi. moi, que je fais chez les clients, dès qu'on leur dit, bon, là, votre machin, il est un peu, faudrait qu'on retape dans le CMS. Ah oui, mais alors là, le développeur, on l'a pris, mais il est plus là. On en avait besoin qu'un petit moment, et puis maintenant que le site est monté, on n'en a plus besoin. Ou même l'agence m'a dit que c'était pas du tout sa partie, ils voudront pas s'en charger. Tu vois, il y a plein de sujets comme ça. Bref. À quoi sert l'analyse de crawl? Qu'est-ce que ça te permet? Parce que quand on a un site de 200-300 pages, on peut l'analyser à la mano. Tu vois, il y a plein de trucs qui se font. Il y a des screaming frogs qui peuvent t'aider, mais je veux dire, tu vois déjà un paquet de trucs, mais à un moment donné, même sur des sites de cette taille-là, il faut passer sur l'analyse de log. Pour toi, c'est qui doit s'y mettre? Comment ça se fait en termes de process et ça sert à quoi concrètement en fait derrière? Alors du coup, tu dis que j'ai eu des gros sites. Oui, j'ai la chance d'avoir des gros sites. Puis j'ai vu plein de petits sites parce que j'ai bossé pour pas mal d'autres boîtes en tant que SEO expert, on va dire. Donc on m'a vendu plusieurs fois pour des TPE, des PME, etc. Tu peux définir pour toi petit site et gros site? Un petit site, on va dire une vingtaine de pages, cinquantaine de pages, 3 ou 4 templates différents. Un moyen site, on arrive à 200 pages avec 5-6 templates, on va dire jusqu'à 10 templates différents, donc manière d'organiser le contenu différemment. Puis après, on passe sur du site plus large, on va dire de 200 à 100 millions. Mais là, c'est toujours pareil. En fait, ça se compte en nombre de templates. Finalement, quand tu es auditeur, tu n'audites pas 1 million de pages. Tu audites 7 templates. Et puis, une fois que les templates ils sont optimisés, enfin voilà, c'est vraiment, il faut rationaliser un peu. Et pour le coup, alors, les plus malins que j'ai pu, pour lesquels j'ai pu travailler ou en tout cas donner des conseils, etc.,
il y a toujours deux choses. Bon, il y a toujours un truc qui se passe, c'est le maillage interne, c'est sûr, c'est par défaut, il faut toujours le travailler. Ou en tout cas, si tu veux faire quelque chose de sympa, il faut travailler ton maillage interne. Quand tu commences à avoir pas mal de pages, parce que c'est vite, comme j'explique souvent, mais je ne serai pas le seul à le dire, hein, c'est pas moi qui l'ai inventé ça, c'est que toutes tes pages font des liens à toutes tes pages, plus aucune de tes pages est correctement linkée, quoi. C'est vraiment le problème. Voilà. On parle de cocon, on parle de maillage topical mesh, on parle de comme vous voulez, on s'en fout. En fait, je crois que très récemment, un gars de Google, je crois que c'est Schmidt qui l'a dit, et il a dit les robots de Google aiment bien découvrir le site, un site structuré. Avant, on pensait que tout le site devait être à plat, le plus accessible possible. Alors, il faut garder une profondeur moyenne, il ne faut pas aller trop loin. Mais les robots de Google aiment bien rentrer dans une partie de site et puis comprendre la structure au fur et à mesure. C'est pas complètement déconnant de rentrer dans une catégorie puis d'avoir des sous-catégories qui grandissent un peu. Et puis parfois, certaines font des liens vers d'autres. Alors, d'avoir des dossiers, quoi, comme un FTP qui est bien rangé, en final. Ouais, c'est comme, quand tu ranges ta bibliothèque, tu as toujours un bouquin qui peut aller dans deux catégories. Bon, essaye de le mettre dans la bonne catégorie. Et puis, un truc logique. Voilà. Après, il y a des gens qui rangent leur bibliothèque en fonction des couleurs, mais je ne suis pas sûr que ce soit bien logique, quoi. Mais en fait, pour en revenir aux petits sites, moyens sites, etc., souvent, on voit le maillage interne. Souvent, on voit aussi les petites erreurs, on va dire, techniques, canonical qui sont mal setés avec des slash index alors que le slash index n'existe pas, avec des trailing slash qui marchent pas, les query strings qui sont pas prises en compte, qui sont prises en compte. Enfin, ça dépend toujours. Enfin, c'est toujours pareil, ça dépend comment ça a été codé, puis le template que tu as acheté. Souvent, les gens achètent des templates, et puis voilà. Puis après, tu as la consistance du code, quoi, la complexité du code à comprendre. On en revient un peu à ce que je disais au début, c'est-à-dire que moi, j'ai appris à tout coder le plus simplement possible avec le moins de balises possible. Aujourd'hui, malheureusement, pour faire du beau par des développeurs qui, on va dire, sont développeurs, mais n'ont pas cette culture du moins pour plus, tu te retrouves avec beaucoup de balises dans tous les sens qui sont mal organisées, qui sont en plus pas très sémantiquement très propres, etc. Donc, l'analyse de crawl, elle te permet de comprendre rapidement ce qui ne va pas. Sur les canoniques, sur les H1, sur la duplicité des titles, des méta, des descriptions, sur les paginations qui sont très profondes. Je vois tout le temps des paginations, page suivante, page suivante, page suivante. Tu arrives avec. Moi, c'est simple, le premier quasiment. Enfin, je travaille avec OnCrawl, je pense que vous le savez, je suis ambassadeur OnCrawl, je porte les couleurs, etc. Je bois dans des mugs OnCrawl, etc. Mais il n'y a pas que ça. Enfin, je veux dire, avec un Xenu, avec un Screaming Frog, tu le fais déjà quand tu veux faire rapide, on va dire, à la mano. Tu vois, le premier graphe que je regarde, c'est souvent la profondeur. Quand tu vois une profondeur qui commence à partir à 30, 40, 50, tu dis OK, il y a déjà un problème de navigation, enfin de pagination dans ce site-là. Alors que des paginations, je crois que c'est SEO Mix qui avait fait un très bon article sur la pagination SEO friendly. C'est pas bien compliqué de faire une pagination SEO friendly, ou voire même quand tu n'as pas beaucoup de pages, vas-y, enlève tes paginations, mets tes articles en plein dans ta catégorie, ça va linéariser. Alors ouais, je le dis souvent, mais en gros, on va dire que tu as 150 pages et 3 catégories. Bon, ça veut dire que maximum, tu as 50 pages par catégorie à peu près. Ça ne te coûte rien, ou en tout cas, moi, c'est ce que je vois d'un point de vue, on va dire, hyper technique. Tu mets tous tes articles de ta catégorie dans ta page de catégorie. Ça a un effet un peu intéressant, on va dire, d'un point de vue purement KPI SEO, c'est que tous tes liens, enfin, toutes tes pages derrière la catégorie vont toutes recevoir le même page rank, enfin le même in rank, la même popularité. Et ensuite, quand tu veux populariser une page plutôt qu'une autre, tu vas la linker depuis un article ou depuis une homepage. Depuis la home, voilà. En fait, le fait d'avoir linéarisé tout ton page rank interne sur ces pages-là, dès que tu fais un lien, tu es en train d'augmenter sa popularité. Donc, en fait, pour faire émerger une page, il suffit de lui faire un lien à homepage, tu fais une remontée. Ah, c'est la Saint-Valentin, j'ai des articles cadeaux Saint-Valentin. Ok, tous tes articles reçoivent la même puissance. Saint-Valentin, tu fais un beau lien depuis la homepage, tu as un article Saint-Valentin qui ressort ou un cocon Saint-Valentin avec des pages qui sont induites en dessous, et puis voilà. Donc, le seul effet de ça, c'est comme la plupart des templates de CMS sont mal codés, ta catégorie elle met un temps fou à charger parce qu'elle n'arrive pas à te charger 500 produits rapidement. Mais quand c'est bien codé, ça le fait, quoi. Oui, mais maintenant, il y a des CDN qui sont hyper performants. Tu as des plugins alors qui fonctionnent tous ou pas tous, mais d'optimisation de temps de chargement. Le temps de chargement, c'est clairement un sujet. Mais pour en revenir, oui, alors après,
Enfin, c'est plusieurs étapes. C'est je monte un site et mon business commence à être connu. Super. Et c'est ce que je racontais là récemment à SEO Links Garden, c'est que forcément, tu ne peux pas faire du SEO tout le temps, parfaitement, en fonction du moment dans lequel tu es, quand tu construis ton business. C'est-à-dire qu'au début, tu es obligé de sortir un truc, c'est ce qu'on appelle un MVP, quoi. Il faut bien qu'on voit que tu as un produit et qui fonctionne et que tu peux le vendre. Et puis au bout d'un moment, tu te dis, OK, là, il va falloir que j'attaque des concurrents, je vais faire du contenu, je vais faire de la propreté, je vais appeler un SEO, je vais faire du maillage, je vais faire du linking. Je ne suis pas un grand spécialiste du linking, ce n'est pas ma spécialité. Je demande aux très bons de le faire quand j'ai besoin de le faire. Et puis, en fait, au fur et à mesure, tu vas gagner un peu plus. Tu vas te dire, OK, là, on va commencer à rentrer dans du techie. Et puis, l'analyse de log, les crawls, les crawls, tu dois les faire tout le temps. Parce que tu dois juste être sûr de ne pas faire de la daube. Et puis, l'analyse de log, ça vient un peu après. Mais je ne sais pas, il y a quelques temps, là, j'ai vu un site. Il a 126 pages. C'est pas énorme, hein, 126 pages, hyper précis. Tu vois qu'il a déjà travaillé avec des SEO parce qu'ils font des cocons sémantiques. Tu vois bien qu'ils sont malins. Maillage léger, pas de méga menu. Tu vois, un maillage un peu léger, une partie article qui est très bien linkée avec les produits et les services qu'ils vendent, etc. Et là, ils arrivent, ils disent on veut une analyse de log, quoi. Et dans l'analyse de log, en fait, moi, j'utilise un truc que j'aime bien faire. Alors, peut-être que je le publierai prochainement, là. J'ai un petit Google Colab en Python là, qui va faire un hit, qui va appeler l'API d'OnCrawl, qui va rapatrier quelques éléments, quelques métriques, et je fais une matrice de corrélation. Et en fonction des logs, donc en fonction du nombre de visites de Google, du nombre de visites sur une page, et de tous les métriques, temps de chargement, nombre de mots, profondeur, nombre de liens, etc., tu arrives très rapidement dans un petit triangle à voir qu'est-ce qui est corrélé avec tes visites de bot et de visites SEO. Et en fait, dans cette matrice-là, pour eux, en l'occurrence, c'était le nombre de liens et la profondeur. Alors, c'est souvent ça, mais la profondeur, il ne fallait pas que la profondeur soit supérieure à 4. C'est assez logique, pas trop loin depuis la homepage. Et puis, le nombre de liens était important. Par contre, le load time, il n'avait aucun rapport. Donc, ils auraient pu avoir des gros problèmes de load time. Ils n'avaient pas de problème de crawl et de visite, en tout cas dans ce temps-là. Et donc, très rapidement, en fait, l'analyse SEO technique, elle te permet de déterminer les facteurs communs des pages qui fonctionnent et de corriger tes pages qui ne fonctionnent pas. Mais ça ne va pas être vrai pour tous les sites. Ah non, chaque site est différent, clairement. Ouais. Chaque site est différent parce que chaque site est dans un écosystème différent. Est-ce qu'il est vieux, pas vieux, riche en contenu, bien codé, mal codé, beaucoup linké, pas beaucoup linké. Donc, en fait, à chaque fois que tu arrives sur un nouveau site, c'est un nouveau challenge, quoi. Tu dois être pertinent dans les recommandations que tu vas faire. Parce que sinon, tu vas faire les mêmes recommandations que tout le monde. Je vous conseille de mettre le mot machin dans le title. Mais une fois que tu as dépassé ça, une fois que tu as déjà eu un SEO qui t'a dit, ta sémantique, il faut l'améliorer, c'est quoi les prochaines étapes? Et c'est vrai que sans l'analyse de log, tu peux pas trop, quoi. Tu peux pas trop. Ouais, trouver une corrélation comme ça sans le log, c'est impossible, quoi. Ouais, c'est ça. Alors, il y a la croyance personnelle ou du pifomètre, mais tu t'appuies pas sur la data, quoi. Après, alors moi, je reconnais, j'ai des feelings. Alors, je le disais encore à Links Garden, tu peux te tromper aussi sur tes feelings, hein. Tu peux croire en toi, tu peux être sûr d'un truc, et puis en fait, tu te rends compte que pas du tout. Mais après, un bon SEO ou un SEO qui a un peu de bagage, il a du feeling, quoi. Moi, j'ai eu la chance d'être formé par des grands, hein. Je veux dire, on n'a plus à les citer, mais on pourrait les citer. J'en oublierai, donc j'aurais du mal à tous les citer. Mais tu vois, quand tu écoutes Paul Sanchez, quand tu écoutes Mathieu Garban, quand tu écoutes, je sais pas. Pardon, j'en oublie parce que ça fait longtemps que je les vois plus, hein, on se voit plus, ou que tu lis sur Twitter tous les potes qui racontent leurs histoires. Moi, c'est ça que j'aime bien en France, c'est que chacun raconte un peu sa petite histoire sur Twitter. Tu apprends toujours et puis tu commences à avoir d'autres feelings. Mais à un moment, il faut bien que tu te rentres dans la data. Et rentrer dans la data, c'est avoir des logs, je pense. En tout cas, c'est toujours intéressant. Les logs, c'est bien aussi. Alors, récemment, il y a 2 ans, je crois, il y a une boîte qui arrive qui me dit je comprends pas, Herlé, une fois on apparaît sur Google, une fois on est déclassé, on n'existe plus. Et je fais ah bon, c'est bizarre quand même. Alors c'était la 2e fois que je voyais ça. La première fois c'était pour une très grande marque de montres que je n'aurais pas le droit de citer, mais vraiment un truc, une montre que tu n'as pas les moyens d'acheter, hein. C'était un truc de bâtard, et en fait c'était du hack, c'était du squatting. Et en fait, les mecs n'ont jamais réussi à comprendre ce qui se passait.
Et alors moi, je l'ai vu assez rapidement parce que souvent, je fais un site de points et je regarde. Ouais. Tu vois les Un URL site- chinoisés directs ou les Et typings qui ne voilà, correspondent pas, quoi. voilà. Et là, tu vois un truc en chinois, tu fais regarder le cache, tu vois des photos de manga, des trucs un peu, tu dis wow, wow, wow. Mais Quand tu ils vois, faisaient pas ça, les hackers, avant. Ce système de clocking, c'est apparu il y a 5-6 ans, quoi. En ouais. 2010-2012, tu te faisais péter un WordPress, il était pété. Maintenant, putain, c'est vicieux, quoi. Si Ah tu ben c'est contrôles vicieux pas. parce que Ah ouais, c'est vicieux. ton site il vit et tu comprends pas pourquoi. Tant que tu n'as pas regardé tes logs, hein, parce qu'il n'y a que les logs qui peuvent te parler à ce moment-là. Tant que tu n'as pas regardé tes logs, tu comprends pas pourquoi ton site il vit, il meurt, il vit, il meurt, il vit, il meurt. Et puis voilà. Donc, les logs, ça a plusieurs avantages. Le premier, c'est de comprendre pourquoi Google va sur une page plutôt que sur une autre. Et c'est hyper important parce que tu as 10 articles à vendre et tant que tu n'en as que 3 que Google. Enfin, je réduis ça. Mais tu as 10 articles à vendre et tu n'en as que 3 qui sont hités par Google. Bah, tu as 7 articles que tu ne vas pas vendre. Et c'est ton business qui est impacté. Clairement. Donc ouais, l'analyse de log, c'est de la data en fait. C'est vraiment, pour le coup, le SEO technique, c'est vraiment beaucoup de données qu'il faut réussir à faire parler. Et ensuite, une fois qu'elles ont parlé pour toi, il faut les vulgariser pour les gens qui t'écoutent. Parce que c'est ce que je dis toujours, hein, quand tu parles SEO à quelqu'un qui n'est pas SEO, il te regarde avec des billes comme ça, il comprend un tiers de ce que tu lui racontes. Et finalement, tu n'es pas en train de travailler pour lui, tu es en train de travailler pour ton ego et ça ne sert pas à grand-chose. Ouais, ok. Donc pour toi, ça intervient quand même sur pas une dernière étape, mais c'est déjà quand tu as ton business de valider, que tu as eu un premier modèle de site web qui commence à tourner, tu as fait ce qu'il fallait en termes de linking ou au moins de maillage interne et de typologie de contenu, d'organisation, ton boulot de personnage, genre tout ça. Et Et puis, tu as là, été formé par les gens qui t'ont accompagné, tu as compris ce qu'ils te ouais, racontaient. Et ok, puis, ouais. l'étape d'après, c'est comment je fais le pas en plus, quoi, comment je vais un peu plus loin. Et puis après, c'est toujours pareil, hein, c'est une boucle vertueuse. Hein, tu reviens voir ton gars qui fait de la sémantique, et puis tu lui dis, regarde, on a des pages à améliorer parce qu'il manque de nombre de mots, puis tu vas voir ton linker, puis tu vas voir ton SEO tech, et puis etc. etc. Ah ouais, puis tu refais une boucle. Tu grossis comme ça, je pense que c'est une bonne manière de faire. Est-ce que tu peux nous partager 2-3 big fails que tu aurais vus sur des refontes ou même chez des gros, sans les citer peut-être, tu vois, mais Ouais. des gros trucs que tu as vus où en fait ça venait d'une connerie technique ou d'une erreur humaine? Je pense que Mac, ouais, carrément. Des gros, ouais. Bon, déjà, moi, je vais. Oula! Attends, ça vient de. Non, c'est bon. Nickel. J'ai frisé, mais c'est parce que le deuxième écran est en train de s'allumer. Ouais. Déjà, moi, je vais avouer que j'ai fait des big fails, déjà. Parce que ça arrive à tout le monde. Ouais. J'ai désindexé. Enfin, j'ai passé un robot TXT d'Isolo Slash sur Orange pendant 4 minutes. Et c'était le robot TXT du root domaine. Donc, c'était pas super drôle. À partir de ce moment-là, à Sophia Antipolis, on a interdit aux développeurs d'avoir l'accès root à la machine, aux machines de prod. Voilà. Donc, grâce à moi, Orange a évolué dans sa sécurité. Donc, ça, c'est quelque chose qui m'est déjà arrivé. Ça de le voir comme ça. Arrivé. Ouais, bah, tu passes un robot TXT. Voilà, c'est le plus gros fail que tu peux faire, je pense, c'est celui-là. Deuxième fail, c'était il y a 2 ans, l'été il y a 2 ans, c'était encore, c'était chez Resocar, encore un robot TXT. Cette petite de Google ne comprend pas les expressions régulières comme nous on les écrit. C'est-à-dire qu'il y a alors je ne sais plus si c'est un dollar ou si c'est une étoile. Non, étoile ça va, mais il y a un truc avec un dollar, je crois. Caractère encodé, $1. Bon, au final, j'arrive à 10 euros. Alors, je ne sais plus exactement. Je crois que j'ai 10 euros toutes mes searches, 80% de mon trafic. Ouais. Bon, à cause d'une expression régulière que moi, j'étais persuadé qu'il fonctionnait. Hein, que j'avais testé, elle fonctionnait, sauf que Google ne la comprend pas de la même manière. Je remercie Emeric à ce moment-là qui m'avait passé un article, je crois, pour m'expliquer ce qui était vraiment compris par Google en robot TXT. Donc ça, c'était les fails, les miens personnels en tout cas. Il y en a eu peut-être d'autres, mais bon, je suis pas très. On ne se souvient pas forcément des fails. Chez des gros, ouais, encore un robot TXT qui désindexe l'ensemble d'un site chez un gros e-commerce pendant 17 minutes.
Ça se voit assez rapidement dans un très gros site en fait parce que tu as des sondes un peu partout, notamment des sondes qui disent au serveur on va réduire le nombre de nœuds de serveurs. Tu sais, un serveur, c'est plus qu'un serveur, c'est pas une machine, c'est un nombre de pods, un nombre de nœuds. Et puis, tu as une alerte inverse, c'est-à-dire qu'il y a moins de trafic, donc on est en train de tuer des pods. Donc, on tue 95 pods sur 100, donc il ne reste plus que 5 pods pour tenir la charge. Et à un moment, ça se voit comme ça. Donc, désindexé en moins d'1 minute, réindexé en moins de 17 minutes. Je ne connais pas le coût de la perte chiffré, mais il doit exister. Les big fails, souvent, les gros fails, c'est le méga menu partout, là, ça marche pas. Surtout qu'il y a des manières hyper UX de le faire correctement en SEO, et ça fait des années qu'on l'explique tous. Hein. Tu l'avais expliqué, je crois, je l'avais expliqué, Patrick l'a expliqué. Patrick en avait beaucoup parlé, ouais. Avant nous, hein, parce qu'on dit nous, mais en fait, avant nous, il y a nos papas et nos tontons qui l'ont expliqué aussi. Hein. Toujours pareil, hein, je veux dire, moi, j'ai la chance aujourd'hui d'en faire depuis 20 ans, mais il y avait des gens qui en faisaient déjà quand moi, j'en faisais pas vraiment, etc. Donc, on a toujours beaucoup de respect pour les gens qui nous ont formés et qui nous ont appris plein de choses. Qu'on leur parle encore ou qu'on leur parle plus, hein, parce qu'on est dans une communauté où ça se joue et ça se fait, ça se défait. Gros fail, les images de 4 mégas sur la homepage. Ça, c'est rigolo, ça. Oui, parce que sur la homepage, tu as une remontée de ton blog. Et puis, dans ton blog, c'est l'équipe animation éditoriale qui fait le blog et qui n'a pas appris à découper les images. Et d'un coup, ta page d'accueil, elle fait 4 mégas de plus. Personne ne comprend pourquoi. Voilà. Des gros fails. La génération automatique. Alors, je ne peux pas trop dire, mais comment le dire simplement toutes les pages qui disent oui, toutes les pages qui répondent en 200 tout le temps, peu importe ce que tu mets dedans, même si tu mets des mots porn. Et d'un coup, tu as le concurrent qui voit ça et qui dit ah ouais. Avec une recherche Q égale dans l'URL ou une connerie comme ça? Ah, même pas. Les URL sont écrites avec la query à l'intérieur de. D'accord. Et là, d'un coup, tu as le concurrent qui le voit et qui fait attends, bouge pas, je vais te blaster avec du porn. Ça avait fait très mal. Ouais. Très, très mal. Et c'était crade parce que le concurrent, il l'a vu assez vite. Et les mecs l'ont pas vu, ils n'ont pas compris. On vient de perdre 30% de position moyenne, voire même parfois on n'existe plus sur nos requêtes. Qu'est-ce qui se passe? Là, tu fais un site de points, tu vois rien parce qu'il y a, c'est ça. 200 000 pages. Puis là, tu te dis, OK, vas-y, je vais commencer à faire du in URL égale, et tu mets des mots un peu cochons. Et là, tu vois des URL qui apparaissent dans tous les sens. Et tu fais, peut-être un truc. Donc voilà, les fails, faites gaffe à votre indexation. Faites gaffe à vos. Ah ouais, les spider traps. Les spider traps, il y en a partout. Spider trap, alors je ne sais pas qui nous regarde, mais un peu tout le monde. Un peu toute l'audience, mais tu peux expliquer ce que c'est. Un spider trap, ça arrive souvent dans les facettes et dans les menus des pages de search. Un spider trap, ça peut être con à trouver parce que parfois tu ne comprends pas beaucoup. Celui que j'ai vu et qui marche, qui est assez roublard, c'est tu vas avoir un filtre, donc tu vas rajouter une query string à chaque lien de ton filtre. Pardon, juste un instant parce que je suis en startup et je vois. Pardon, je suis désolé. Je vois mon nom passer dans un échange. Ok, ça devrait tenir. Spider Trap, ouais. Donc, tu as un lien dans un bloc de filtre à l'intérieur d'une page de facette, là, enfin d'une page de search. Donc, tu peux cliquer bleu, rouge, noir, violet, grand, 45, je sais pas, enfin, toutes les facettes que tu peux imaginer pour un produit. Et puis, en fait, le développeur a oublié de mettre un slash avant le point d'interrogation, tu vois. Donc, a oublié de dire que l'URL qui va se fabriquer est la même URL qu'en ce moment à laquelle tu vas changer un paramètre. Tu vas rajouter. Et il a juste oublié ce slash-là. Et en fait, quand tu passes de page en page, tu as ta query string qui grandit, qui devient énorme. Et en fait, ça te crée un ensemble de pages absolument pharaonique qui se link dans tous les sens. Et là, Google, le robot reste bloqué, quoi. Ouais, il s'engouffre là-dedans. Et en fait, à chaque page qu'il découvre, il découvre 1 million de pages. Enfin, peut-être pas 1 million, mais 150 pages en plus. Et en fait, voilà. Et ben, celui-là a trouvé les chiants. Donc, faites gaffe aux facettes et aux menus
de recherche. C'est un peu Ouais, tricky. on rentre sur des trucs pas mal tech quand même, là. C'est du... Ouais, bah, Mais c'est le job, c'est ça. C'est à un moment donné. et tu peux l'avoir dans un petit site aussi. Hein, je veux dire, tu peux Oui, avoir il n'y a un, pas de. dans un site à 100 articles. Hein. C'est quand même beaucoup sur du dev dédié, je pense, tout genre de choses, ou sur quand on touche le template, quoi. Je vois pas un template PrestaShop être vendu comme ça, quoi. Et Non, non, encore, bah, en peut-être. général, ils ont une qualité. Ouais, non, en général, la qualité est correcte. Qualité globale du maillage, hein, on va dire. C'est correct. C'est pas comme nous, les SEO, on a envie de le voir, forcément, mais tant mieux, ça nous fait du job. C'est la qualité du code en général qui est. Enfin, moi, dans Ouais. les templates qu'on achète, là, Bah, c'est c'est que nous. le template, il doit tout faire. Il doit permettre de tout changer, de mettre un slider ou pas de slider, de mettre. Donc, il prévoit tout. Il est obligé de te loader tout et tu utilises un vingtième du thème, mais il te charge un package qui est énorme, quoi. On est d'accord. Tu pars en vacances pour 2 jours, mais tu emmènes ta Non, maison. mais il est beau. Il est beau, putain, on peut tout Ouais, faire. Et tout. Ouah, c'est ouais. génial. Attends, je peux choisir de mettre mon image à gauche, à droite, et puis du texte, pas du texte. Ouais, mais quand tu regardes le code source, Google, même quand il le voit, il fait wow. Tu sais, quand tu as la petite alerte, moi, ce que je conseille, c'est si vous avez un site internet, c'est un petit tip que je vais donner. Vous faites passer un Lighthouse, hein, qui est un outil de web dev de Google, ouais. Google, qui va vous dire à un moment si vous avez trop de nœuds dans votre DOM, dans votre arborescence de DOM, Document Object Model. Moi, à mon époque, on apprenait le DOM. Et donc, si vous commencez à avoir 3000 balises les unes dans les autres pour pouvoir faire un petit chevron au milieu de votre chemin de fer, c'est que vous avez un problème de template. Ok, merci de l'info. Ça roule. Ouais, vraiment. Euh, donc après cet aspect technique, tu as dû en voir pas des erreurs techniques, mais des choses assez simples des pièges dans lesquels on peut tomber. Tu as dû en voir des centaines certainement. Parle-nous un petit peu de RéseauCard, déjà du projet, de quelle est la Big ID, quel est l'objectif et les missions de la boîte. Et puis après, j'aimerais bien un peu ton retour sur, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est une startup, donc peut-être moyenne d'âge 22, 23 ans, 24 ans certainement, des gens qui connaissent forcément pas le SEO, qui sont pas tout à fait dedans, bien que maintenant c'est quand même beaucoup plus connu qu'avant. Comment quelqu'un de 40 balais arrive à bien s'intégrer là-dedans? Comment tu arrives à propager la bonne parole et à sensibiliser tout le monde avant de toucher quelque chose sur le site, sur le serveur ou sur n'importe quel contenu, on vient voir le chef SEO et on fait pas n'importe quoi. Et voilà, comment ça s'entraîne en fait tout ça, quoi. Et comment ça se passe? RéseauCard, ça part d'une idée assez simple. Hein, c'est comme quand tu cherches le meilleur prix pour partir en vacances avec un kayak.fr. Pourquoi tu ne chercherais pas le meilleur prix pour avoir une voiture dans toute l'Europe? Et donc, du coup, l'idée, c'était d'aller récupérer les offres qui existent sur tous les sites européens. Alors, il y a des connus, des pas connus, etc. Et puis, d'agréger tout ça au sein d'un même site avec une expérience unique. Qui permet de trouver sa voiture, mais surtout d'être accompagné dans le choix de la bonne voiture, parce qu'acheter une voiture à l'étranger sans la voir, c'est pas évident. Souvent à l'étranger, je dis à l'étranger parce que souvent on les achète en Allemagne, en Belgique, parfois en Espagne. Attention, c'est peut-être moins quali, ça dépend ce que tu cherches. Et en fait, comment tu fais pour qu'un de tes utilisateurs sur le web achète une voiture qui soit fiable et en toute sécurité, alors qu'il ne l'a jamais vu, il n'est jamais monté dedans, il n'a jamais mis un coup de clé. Et l'idée, c'était ça, c'était on agrège toutes les annonces, et puis après, on va vendre des services qui sont liés à l'accompagnement dans l'achat et la sécurisation de l'achat. Donc, on va envoyer un expert, expertiser la voiture qu'on a vue, qu'on a choisie. Celle-là, elle me plaît, ok. Déjà, elle est à peu près au bon prix et c'est déjà un bon indicateur. Elle a à peu près le bon kilométrage, c'est un bon indicateur. On envoie un expert qui fait des points de contrôle, qui va la faire rouler sur la route, qui va écouter le moteur, qui va regarder, qui va passer la tête dessous, qui va rendre un rapport. Donc ça, c'est un coût. Hein. On envoie un expert expertiser la voiture. Et puis, le rapport est bon ou mauvais. Hein. Et s'il est mauvais, on renvoie, on trouve une autre annonce. Et puis, après, si la voiture elle est à l'étranger, il faut la rapatrier en France. Les papiers. On valide que tous les papiers sont OK. On valide que les kilométrages n'ont pas bougé. On fait toute cette sécurité, on va dire, que tu pourrais savoir faire, mais que tout le monde ne sait pas faire. Hein. Enfin, quelqu'un ne sait pas vérifier l'état d'un essieu ou l'état des plaquettes, par exemple.
Donc, on envoie des gens le faire, on rapatrie la voiture, on s'occupe de l'intégralité des papiers, de l'immatriculation provisoire, de la garantie. Aujourd'hui, on a ce qu'on appelle les voitures qui sont d'occasion récente, et donc c'est nous qui les garantissons. Donc, on applique un tampon, on dit pendant 3 ans, vous aurez pièces et main-d'œuvre qui seront changées, votre voiture est garantie, etc. Donc, l'idée grandit. On n'est pas les seuls à le faire. Je pense qu'on fait partie du top 3 en Europe à bien le faire. Après, il y a plein de boîtes qui essayent de le faire. On va dire, c'est plus sécurisant qu'un La Centrale parce que tu as vraiment des équipes qui sont dédiées. La Centrale, tu cherches. Nous, on te trouve et on te la garantit. Enfin, tu vois, on sécurise. Donc, c'est un peu différent, mais après, il y a des gens qui préfèrent le faire eux-mêmes. Le modèle Bon Coin plaît à plein de gens aussi, malgré tout. Mais il fonctionne, en fait. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu es à Marseille, tu vas acheter une voiture à Aubagne, alors qu'il y a une super voiture à Rennes, et que le coût, l'économie que tu vas faire sur les 3 prochaines années versus le coût de rapatriement de la voiture à Paris, ou alors on te la livre chez toi, finalement, l'un dans l'autre, tu achètes peut-être une meilleure voiture à Rennes, moins chère qu'à Aubagne ou en Allemagne. Et donc, voilà, l'idée principale, c'est ça. C'est on te sécurise. Pardon. C'est mon café, ça. On l'a toujours dit, on est du côté de l'acheteur. C'est-à-dire que en fait, si on dit il faut l'acheter, on peut l'acheter. C'est parce que nous, on l'aurait acheté. Voilà. C'est le côté, on va dire, humain de cette boîte. Et la startup, c'est ça. C'est d'abord, OK, tu as une idée business, mais tu as une manière de l'exécuter. Tu as un ADN. Nous, parmi l'ADN de la boîte, c'est transparence. On est transparents les uns avec les autres. On dit tout. C'est bienveillance. On essaye tous d'être gentils. Et c'est le goût de l'effort et le pas en plus. Voilà. C'est les 3. Alors, ça peut paraître un peu. Dans une startup, on a toujours la sainte trinité des valeurs. Je reconnais que moi, dans ma startup, Réseaucar, c'est comme ça que ça se passe. Alors, nous, on n'est plus vraiment une startup. Parce qu'au bout de 5 ans, on est devenu une pépite à racheter. Alors, on n'est pas une licorne, mais il y a une grosse banque qui est venue toquer à la porte et qui a dit on croit en vous, on a des adhérences ensemble. Évidemment, les produits bancaires, c'est plus facile de vendre un leasing quand tu vends la voiture avec. Ouais, bien sûr. Voilà, donc il y a des synergies qui se créent et tu le vois d'ailleurs. Il y a des grands professionnels automobiles qui s'associent à des banques maintenant de plus en plus. Parce que voilà, c'est ça la synergie. Donc nous, on est dans un mode banque, scale-up. Donc on recrute en masse. Et puis, moi, j'arrive et je suis le plus vieux quand j'arrive. Je suis le deuxième plus vieux. Celui qui est juste au-dessus de moi, il a 6 mois de plus que moi, 41 ans, et c'est notre responsable RH et qui est le Head of People maintenant. Donc, c'est vraiment celui qui accompagne les talents à l'intérieur de notre boîte pour grandir. Et donc, j'ai 40 ans, je suis avec des gens de talent, clairement, hyper calés. Enfin, je veux dire, oui, je suis avec des petits jeunes, plus jeunes que moi. Donc, il y a un vrai, comment dire? Alors, je vais le dire pour de vrai. Il y a une vraie différence de manière de réfléchir et de manière d'appréhender le travail. Mais la leur est pas mauvaise et la mienne n'est pas mauvaise non plus. Il faut qu'on arrive à… Voilà. Moi, j'ai appris à bosser. J'ai vu mon père partir tous les matins à 8h et revenir tous les soirs à 8h. Et le goût du travail, et le travail, et le travail. À se tuer à la tâche, etc. Et j'ai grandi comme ça. Tu singes tes parents. Et moi, j'ai cette idée-là du travail. Le travail, c'est hyper important. Tu travailles beaucoup, tu es fier de ton travail, etc. Enfin, tout le monde est fier de son travail. Tu travailles beaucoup, tu fais beaucoup d'heures et tu t'investis énormément. La nouvelle génération… le travail, c'est pas le travail first, en fait. C'est le bien-être. Donc, le bien-être existe au travail, mais bien-être first. Et donc, du coup, moi, qui suis un peu un vieux con dans l'histoire, parfois, tu vois, il est 23h, j'ai envie d'envoyer un message, mais j'ai pas le droit. Il y a un truc qui arrive un dimanche, il faut que j'attende, il faut que je ronge mon frein pour en parler le lundi matin, dans le moment qui est dédié à, il faut laisser le temps. Il y a des investissements que moi, j'aurais fait à leur place quand j'avais leur âge, que eux ne font plus, en fait, ou ne font pas de la même manière. Et alors, attention, il n'y a pas de jugement là-dedans, mais c'est vraiment différent. C'est vraiment marrant ce que tu dis parce que j'en parlais hier avec mes associés et c'est exactement ça. Et
j'en étais quand même arrivé au point, est-ce que ça va pas un peu trop loin, ce laxisme au travail, en ce sens où c'est très bien d'aller au sport, de faire de la muscu, d'aller courir, d'aller machin et tout. Mais moi, à mon époque, je fais genre ouais, peut-être que j'ai 36 balais, donc je suis un peu moins vieux que toi, mais on est à peu près dans les mêmes époques. J'étais en alternance, j'avais pas 5 jours pour faire mon mémoire et réviser mes examens. Les examens, on les révisait à 2 heures du matin, on les révisait le week-end et on loupait la nuit de sommeil s'il fallait, mais on faisait, voilà. Et maintenant, bah, tu as 5 jours, j'ai appris ça pour réviser tes examens. Alors, c'est pépère quand même le rythme. À l'école, bah, si tu as 5 jours, si tu n'es pas en alternance, bah, tu fais peut-être même pas tes 35 heures de taf, mais c'est encore trop. Hein. Et bah, à 17h pile, tout le monde est barré. Voilà. Et moi, à 17h pile, si j'étais barré, j'aurais jamais trouvé un job. Que maintenant, bah, c'est quasiment la semaine de 4 heures. On est des vieux cons. Voilà. Alors peut-être, on est des vieux cons. Ouais. Donc je comprends cette envie et ce besoin, mais il est complètement décorrélé de ce que nous, on a vécu. Et... Ouais, alors moi je trouve que, enfin je m'en nourris quand même parce que j'avais tendance à plus dormir la nuit, j'avais tendance à pas faire attention à moi, j'avais tendance à, alors et je trouve qu'en fait alors attention, quand tu travailles avec des gens qui sont excellents dans leur domaine, tu peux pas leur reprocher de pas avoir exactement les mêmes heures que toi et puis moi je le fais, j'avoue, il m'arrive parfois dans la journée de sortir, surtout avec le télétravail, je prends 1 heure et je vais marcher et puis bah les messages ils sont coupés à ce moment-là, etc. Donc en fait, je trouve que voilà, il faut réussir. Alors moi qui ai un tempérament un peu fort et qui suis un peu brut de décoffrage, j'ai des gens qui ont un peu moins d'expérience, du coup j'ai cette manière à moi d'imaginer que j'ai des choses à leur apprendre et que, en gros, je dois faire attention à eux, enfin, faire attention à leur transmettre du savoir. Parce que moi, c'est comme ça que j'ai appris. Moi, j'ai toujours eu des mentors dans ma vie. À chaque poste dans ma vie, dans mes expériences professionnelles, j'ai eu des mentors et ces mentors-là, je les respectais énormément et j'apprenais énormément d'eux et je travaillais pour qu'ils soient fiers de moi. Et je trouve que ça a un peu perdu ce côté mentorat. Mais ça fonctionne. Alors, comment ça fonctionne? Déjà, en mettant de l'eau dans son vin. Bon, tu sais que j'aime beaucoup le vin, donc moi je mets pas de l'eau dans mon vin, je mets de l'eau à côté du vin et puis je fais attention à comment je m'exprime. Mais parfois, tu sais, enfin, moi, je sais pas, moi j'ai cette manière de travailler où la conviction, tu vois, c'est comme je disais, la valeur travail, c'est hyper. Moi, j'adore travailler, c'est un truc que j'aime faire, quoi, et bien travailler et bien le faire. Et bah du coup. Tu réduis un peu. Moi, je sais que j'ai quelqu'un de très cher à mes yeux aujourd'hui qui me dit, tu sais, tu as toujours donné 150% de ce que tu sais faire, donne que 100% ou 75% et personne ne le verra. Personne ne verra la différence, en fait. Et il faut apprendre à prendre un peu de recul, à lâcher un peu les choses, à te dire que finalement, t'es pas, tout le monde n'a pas le même engagement que toi et en fait, on va avoir l'engagement moyen. Alors, il faut essayer de donner envie aux autres de s'engager plus. Mais il y a un engagement moyen que tu pourras pas, c'est pas en criant et en disant putain merde et en tapant sur la table que ça va fonctionner. Ça fonctionnera pas en fait. Donc essaye voilà de donner envie quand tu leur parles. Moi comme je parle, moi je parle avec les mains, je parle avec les yeux et tout. Donne leur envie de venir avec toi dans le sujet que tu as envie de porter et de s'investir. Mais je te prends un exemple là, ça m'a fait rire parce que je l'ai vu passer hier. On est dans la période des entretiens individuels. Donc, moi, des entretiens individuels, c'est-à-dire tous les ans, c'est une période hyper importante. Tout le monde, enfin, tu vois, dans toute ma carrière chez Orange, en plus, c'était très processé. L'entretien individuel, tu prends une journée entière, tu penses à ce qui a été bien, ce qui a été pas bien, ce que tu te reproches, ce que tu reproches à la boîte, enfin, il n'y a pas que des reproches, hein, mais voilà, la boîte, ton manager, etc. C'est un truc qui, pour moi, c'est un moment essentiel dans ton année. Et hier, je vois passer sur le Slack général, les gars, tout le monde n'a pas rempli ses entretiens annuels alors que c'était le mois dernier. Hein. Si vous pouviez remplir les grilles d'évaluation. Et là, j'ai lu les messages en dessous et c'est des plus jeunes qui font je me suis arrêté, c'était trop long. C'est pas très précis votre truc. Tu vois, il y a beaucoup d'humains dans l'entretien individuel. C'est pas. Et en fait, moi, ça me fait rire parce que pour moi, ça a toujours été un truc hyper important à faire. Donc, pour en revenir à ta question, comment tu fais pour travailler en tant que vieux dans une équipe où il y a des jeunes? Déjà, il faut que tu sois conscient de la valeur qu'ils ont. Ils sont tous, s'ils sont là, surtout en scale-up et en start-up, c'est qu'ils c'est les meilleurs.
et que tu as de la chance de bosser avec eux. Donc déjà, estime-toi hyper heureux d'être avec eux. Ensuite, mets un peu d'eau à côté de ton vin et essaye de te tempérer un peu. Embarque-les, donne-leur envie d'apprendre et de comprendre. Forme-les dès que tu vois, et je suis en plein moment de recette. Là, j'ai des points de recette, j'ai lancé des crawls et je vois des choses apparaître qui vont pas. Au lieu de leur dire ça à corriger, tu dis il y a ce problème-là, ça induit tel sujet, il faudrait qu'on arrive à le corriger pour réduire tel problème. Donne-leur du savoir, parce qu'en fait, c'est pas juste critiquer, c'est apporter du savoir et de la valeur. Ils sont plein d'énergie, plein de bonne volonté. Si tu leur dis juste c'est de la merde, forcément tu les vexes. Alors ça se vexe plus vite, ça se vexe plus vite, mais voilà. Donc moi j'ai mon côté un peu directeur qu'il faut que je tempère, je le sais. En même temps, ils me connaissent, ils savent comment je suis. On en rigole. Et puis voilà, il faut avoir un peu d'autodérision. Ça se passe bien, il faut savoir les embarquer, quoi. Ok. Vous êtes combien aujourd'hui ? Ça bouge beaucoup. Donc, dans l'équipe IT, on est passé, quand je suis arrivé, on était moins de 10, on est quasiment 30 aujourd'hui. Et en phase d'extrême croissance. Donc, j'espère qu'on sera 50 à 60 dans les 2 ans qui viennent. Et dans la boîte, quand je suis arrivé, on était 90 et on est plus de 350 maintenant. Ah ouais, ok. En 3 ans. Propre. Et on a aussi intégré d'autres équipes, etc. Ouais. Tu m'étonnes qu'ils font RH. Ouais, non, ils sont en RH, ils sont 5 ou 6. Ouais, je ne suis pas étonné. À gérer, c'est compliqué. Toi qui vois, donc j'imagine que tu dois peut-être avoir des stagiaires aussi ou recruter peut-être des jeunes en alternance ou disons recevoir plus de jeunes. Est-ce que tu as l'impression que le SEO est quand même un peu plus enseigné et plus connu aujourd'hui par les jeunes qu'en 2005 ou 2007 quand j'ai dû avoir mon diplôme où clairement on avait un module de 5 heures qui parlait d'e-commerce, quoi. Ouais, je pense qu'il y a, enfin, pour ceux qui ont fait attention à bien travailler à l'école, je pense que c'est des notions qu'ils peuvent avoir, mais ils arrivent tous avec les mêmes idées. Voilà, c'est un title, une métadescription et un H1. Alors maintenant, ils connaissent le terme H1 et un peu de texte et des liens. Et puis quand tu leur dis attends, bouge pas, je vais ouvrir la boîte on crawl là, ou la boîte d'analyse de log ou le truc, et ils te font waouh, ok, c'est tout ça en fait. Et en fait, ce qu'il faut, je pense, ce qui serait bien, moi j'adorerais voir ça. Je crois que Eskimos le fait là avec son bootcamp qu'ils ont transformé. Je crois que d'autres l'ont fait aussi, hein, mais on va dire j'aimerais bien qu'il y ait des cursus, tu vois, qu'il y ait des options référencement naturel ou des options, tu vois, multicanal qui soient plus enseignées, qui soient plus techniques dans les cursus. Je trouve que c'est bien déjà leur apprendre comment fonctionne un moteur de recherche réellement, enfin comment on rationalise les coûts lorsqu'on doit crawler l'intégralité du web. Je pense que, tu vois, nos amis, les frères Perrodet pourraient nous l'expliquer. Avec Babar, ils sont obligés de crawler et ils sont obligés de rationaliser les coûts. Ils sont obligés de… Voilà. Et ça, c'est tu vois, il faudrait parler en termes d'électricité, de coûts, etc. Je trouve que ça serait bien d'apporter un peu cette connaissance. Ça donnerait sûrement envie à certains de se lancer plus dans le domaine. Ouais. Même si je ne pense pas que le SEO unique soit intéressant, maintenant, je pense qu'il faut savoir faire. Oui, c'est au minima dans le search et plutôt dans le web marketing ou la strat digitale. Ouais, c'est ça. Le marketing, je trouverais qu'il mériterait d'être un peu plus technique parfois. Ouais. Ok. Ouais, j'ai donné une formation dans un secteur où s'ils sont en alternance, ils sont censés être dans le digital et le e-commerce. Et même mon intervention était un peu trop précise et trop pointue sur certains sujets. Tu en as autant 2 sur les 20 qui ont aimé et tu en as perdu 18 qui, eux, auraient voulu un truc beaucoup plus… Et c'est vraiment le problème, c'est qu'il n'y a pas une section purement… Alors, SEO serait trop précise, mais encore… Mais tu vois, des sections search où tu choisis ta branche et tu fais que du search, quoi. Comment fonctionne un moteur de recherche, comment on a un classement, c'est quoi les classificateurs, ainsi de suite, quoi. Bon, après, on ne les connaît pas tous, mais oui, ça pourrait être… En tout cas, ça pourrait éveiller les consciences, se dire, OK, un moteur de recherche, c'est tout ça. Mais alors, du coup, comment on fait pour optimiser quand on a une société qui doit être sur le moteur de recherche? Peut-être que ça créerait des ponts et ça donnerait des envies à d'autres. Et pour ton cas de formation, une formation, tu as un projet pédagogique qui doit être livré. Mais toutefois, il faut réussir à vulgariser certaines choses. Ce n'est pas toujours évident. Moi, je fais beaucoup de parallèles avec la vie réelle.
Tu vois, tout à l'heure, je crois avant même que tu enregistres, je t'expliquais que, tu vois, vendre, je sais plus, on vendait, oui, enfin, on vendait des choses qu'on n'a pas le droit de vendre et des offres. Et c'est comme vendre une voiture, quoi. Tu peux la faire très belle, etc. Elle brille, les chromes sont jolis, mais si tu regardes la culasse et les plaquettes de frein que tu vas pas regarder par défaut, bah, c'est mal fait. Bah, c'est bien d'enjoliver, de faire joli, mais il faut savoir aussi vulgariser et faire des parallèles. Moi, j'adorerais donner un cours, en fait. Ça fait quelques années qu'on m'en parle. Et T'as jamais donné de cours en école ou en… Ouais. Vraiment, tu vois, pour voir un peu la lumière dans les yeux de ces jeunes pousses. Voilà. Bon, alors des fois, il n'y a pas beaucoup de lumière, hein. C'est quand même assez sombre. Je vais tomber sur des cas où c'est un peu je m'en branle. Mais non, la majorité s'intéresse. Arriver à un niveau de +2, +3, tu as quand même des gens intéressés qui ne sont pas là pour se tourner les pouces, quoi. C'est plutôt sur les premières années où voilà, c'est… Mais bon. Bah, écoute, Harley, je crois que ça va faire à peu près 1 heure qu'on est ensemble. Ouais, c'est ce que je regardais aussi. La mission est un peu remplie. Est-ce que pour la fin, tu as un dernier mot, un truc qu'on n'a pas abordé ou une bonne parole que tu voudrais faire passer? Soyez des super techniciens, ça c'est cool, mais soyez des super humains avant tout, c'est ce qu'il y a de plus important. La vertu, la justesse, la gentillesse, la bienveillance, la justice. Soyez des gens bien, le monde vous le rendra. Et puis, même quand il y a des mauvaises choses qui vous arrivent, continuez à tenir la barre et soyez heureux. Le bonheur, c'est quelque chose qui se fabrique en interne et partagé. Voilà, je donnerai un truc humain. Voilà. Je parlerai aussi du SMX parce que je participe activement au SMX qui arrivera le 14 et le 15 mars. De la même manière, j'ai la chance d'être président du jury pour les Semi Awards. Alors, on a reçu les dossiers des Semi Awards et je félicite beaucoup d'entre vous qui ont proposé des dossiers parce que c'est absolument fou. Et en fait, la vraie différence qui va se passer, c'est que moi, encore une fois, et sur ce côté humain, cette année, j'ai voulu rajouter dans la grille d'évaluation des Semi Awards, j'ai rajouté une colonne d'évaluation. Et la colonne d'évaluation, pour moi, c'est l'intérêt de votre dossier, de votre création pour l'utilisateur final. C'est-à-dire que quand on travaille, quand on est prestataire, on travaille pour un site, mais au final, il ne faut jamais oublier qu'on travaille pour quelqu'un qui est derrière son ordinateur. Et en fait, il faut lui créer, c'est la valeur que vous créez pour lui. Et bon, moi, cette année, j'ai voulu créer ça dans la notation des Semi Awards. J'ai voulu qu'on rajoute une colonne. Quel est l'intérêt, quel est le plus de ce projet-là pour l'utilisateur? Et pensez toujours à votre utilisateur. Pensez pas juste à votre produit ou à votre chiffre d'affaires. Pensez à votre utilisateur. Et je pense que là-dessus, c'est comme ça qu'on réussira dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Ok, bah merci pour ces valeurs partagées. On arrive à la fin du podcast. Vous voyez qu'en ce moment, c'est assez riche, donc je vais essayer de tenir le rythme. N'hésitez pas à mettre un petit like, un commentaire. On essaiera avec Harley de venir et de répondre. Abonnez-vous, donc il y a un système de cloche sur YouTube qui vous permet de recevoir la notif et vous avez en dessous l'abonnement à ma newsletter aussi que je fais publier à peu près toutes les semaines ou toutes les dizaines de jours sur toute l'actualité du SEO et je mets en avant la vidéo qui est la vidéo de la semaine ou des 10 jours qui tournent. Donc voilà, n'hésitez pas à poser des questions et on se revoit pour un prochain podcast qui sera aussi technique. Ciao. Écoutez-le, il a toujours des bonnes choses à raconter. C'est un homme génial, humain, et donc vous avez beaucoup de chance d'avoir accès à toute cette information. Merci. Merci Harley, bisous, ciao. À bientôt.